Raconter ce que sont Alternatiba et ANV COP21, donc deux mouvements citoyens pour le climat. Il faut remonter à 2009. 2009, le sommet de Copenhague, donc un de ces grands sommets internationaux censés prendre des décisions sur notre impact et les enjeux climatiques. À ce moment-là, il y a eu un premier rassemblement de tous les acteurs sociaux et climat, avec un objectif de rassemblement. Et puis, on attendait qu'un accord soit ambitieux. On a mis beaucoup d'espoir à ce moment-là. On attendait, en fait, de la part des États qu'il y ait un vrai engagement, qui soit ambitieux et contraignant. Grosse déception, ça ne s'est pas passé. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une chape de plomb dans ce mouvement social et climat. Et c'est à ce moment-là qu'est née BICI, une asso écologiste basque, une asso écolo, radicale et non violente, donc qui s'est structurée et qui a commencé à faire des actions au Pays Basque. Et en 2013, qui s'est sentie orpheline d'un réseau. Donc qui s'activait vraiment beaucoup au local et qui comprenait vite qu'on arrivait à faire prendre conscience aux citoyens de l'urgence climatique. Et donc cet asso s'est senti orpheline d'un réseau et a construit un premier format de sensibilisation, un village des alternatives, comme nous on en fera après à Lyon. Octobre 2013, 12 000 personnes rassemblées au centre-ville de Bayonne, donc toutes les rues prises par les citoyens et les citoyennes, donc coupées du coup des voitures, et avec, donc je le fais très très court, mais un grand village des alternatives avec des rues dédiées à comment faire de l'économie autrement, comment faire de l'agriculture autrement, consommer autrement, produire de l'énergie autrement. Donc un centre-ville complètement balisé par les piétons. Et des actions concrètes, surtout proposées aux citoyens et aux citoyennes. Donc c'est 12 000 personnes qui se rassemblent à ce moment-là. On fait la fête. Et on explique, et surtout donc on promeut des alternatives concrètes. Et l'idée de base de ce format-là, de village des alternatives, c'est vraiment de dire il y a une urgence climatique. On ne sait pas par quel sens la prendre. Souvent, c'est un sujet qui fait peur, qui est démotivant, qu'on laisse aux scientifiques ou aux élites. Et nous, on a envie de se réapproprier ces choses-là parce que du coup, il y a urgence et on a envie de s'activer ensemble. Donc ça fonctionne très bien et là les Basques mettent en place un kit méthodologique qui distribue librement sur Internet. Et à partir de là, on a plein de groupes locaux qui se structurent, qui se mettent en place partout sur le territoire. Dès l'année d'après, plusieurs villages qui s'organisent. Et nous, à Lyon, on en fait un très gros en octobre 2015, donc juste avant la COP21. C'est 30 000 personnes qui sont réunies un vendredi, samedi, dimanche, et qui parlent de toutes ces alternatives lyonnaises au changement climatique. Et qui étaient justement rassemblés, mobilisés dans ce village, parce que j'imagine qu'il y avait quand même des associations existantes. Quel autre type d'acteurs il y avait ? C'était plus de 200 porteurs et porteuses de solutions, comme on les appelle, concrètes, et qui étaient vraiment là pour exposer du coup leurs projets. Donc ça va de la monnaie citoyenne et locale Lagonette, qui se lançait justement quelques mois avant, à Anciella, qui est aussi un catalyseur d'alternatives. Donc c'est vraiment 200 alternatives là qui sont promues sur tout le territoire. On a fait ce gros coup du coup, 30 000 personnes en octobre. Avant ça, on avait fait un village à Givors, 5 000 personnes au mois de mai. Et on en a fait un autre à Villefranche l'année qui a suivi. Donc ça, c'est vraiment c'est important dans le mouvement citoyen qu'on a créé. C'est la première jambe, celle qu'on appelle la jambe des alternatives. Donc montrer aux citoyens qu'on peut nous-mêmes se réapproprier ces questions-là. Je pense, et on voit déjà quelque chose transparaître, c'est la volonté de casser les cercles en fait, et d'aller toucher vraiment le plus grand nombre en disant on va faire une fête, on va faire à manger, on va faire des concerts, et on va amener des gens sur nos thématiques pour les faire évoluer et voir comment, dans la vie de tous les jours, ça les impacte ou comment ça peut les aider à mieux vivre surtout. Et c'est que c'est important. On l'avait déjà dit dans des émissions précédentes qu'on a fait sur cette question-là. On avait d'ailleurs invité Alternatiba il y a quelques années, au moment d'ailleurs du village en 2015. C'est que la lutte contre le changement climatique a permis quand même de décloisonner entre les personnes qui sont impliquées dans les questions de transport et de mobilité, ceux qui sont plus sur les questions énergie, production d'énergie, ceux qui sont plus sur la question de l'habitat ou de l'alimentation. Donc, et puis aussi sortir avec ce côté concret des... on est dans une association qui réfléchit, nous on n'y va pas parce qu'on se sent pas forcément compétent ou
Exactement. Ou capable d'agir dans ce cadre. C'est ça, c'est toi en fait dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux mettre en place et qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi avec tes voisins. Et donc ça recrée du lien et concrètement, voilà, c'est ça, c'est relocaliser l'économie avec la monnaie locale qu'on connaît. Donc du coup, on distribue ça. Comment changer de fournisseur d'électricité ? Bah tiens, on te propose un contrat chez Enercop. Nous, on fait des permanences Enercop à l'Alternative Bar à 2 pas. Donc on est vraiment dans du très concret. Ouais. Et aussi dans de la convergence donc d'assos et de citoyens et citoyennes qui ont besoin de se remettre ensemble pour vivre ça ensemble. Donc ça crée vraiment et ça dessine un désir, un autre avenir et un autre imaginaire aussi. Et puis ça désinstitutionnalise parce qu'il y avait un peu, c'est porté par l'institution et exactement. Donc, nous on attend de voir si ça va marcher. On le verra après, on pourra rentrer dans le détail, mais sur notre organisation, on est bien un collectif citoyen avec des pratiques horizontales et on vient ici pour être en renfort à plein d'autres collectifs et à lier tout ça avec plein d'acteurs. Donc on a vraiment une forme mouvante qui nous permet de nous adapter au contexte et de pouvoir s'allier avec plein d'autres partenaires. En fait. Donc l'idée aussi de vous donner la parole parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, ce côté aussi mouvant. Et oui, bien sûr, on fait beaucoup de choses, on intervient. Là, on vient de vous parler un peu d'une de nos jambes de la promotion des alternatives avec les villages des alternatives. Mais en fait, on fait plein d'autres choses. Et encore dans cette partie alternative, Sylvine vient d'en parler, on tient un bar associatif, en fait, l'Alternative Bar Maison des Alternatives, qui nous permet, en fait, là, de façon très régulière, c'est-à-dire toutes les semaines, on est ouvert et on promeut dans ce lieu, par des permanences, par accueillir d'autres associations, des alternatives tout au long de l'année, en plus de ces formats de village qui sont, eux, plus ponctuels, une fois par an, une fois tous les 2 ans, enfin ça dépend comment on construit les choses. Et toujours avec cette image qu'on disait de faire la fête, donc on fédère autour d'un lieu où on va avoir aussi, on a mis en place une AMAP dedans, on a une programmation culturelle aussi, donc on accueille des concerts, on accueille du théâtre d'improvisation, enfin on essaye vraiment de s'élargir et pour pouvoir toucher d'autres publics. Donc une structure protéiforme, mais avec un point fixe. Voilà, si on... Ouais, bien sûr. De fait, il est devenu notre... De rencontre, de rendez-vous. Il est devenu notre point fixe qui sert aussi, bien sûr, de lieu de mobilisation et de construction de notre collectif. Quoi. Et avec un axe central qui reste le climat et la justice sociale. Ouais. On peut peut-être... enchaîner sur notre autre jambe du coup qui est ANV COP 21. Ouais, donc du coup là je vous disais ce premier format donc de village, on a fait aussi on a fait beaucoup de choses. On a fait un grand tour vélo en 2015 pour relier toutes les alternatives partout en France. On en a refait un d'ailleurs l'année passée et juste avant la COP 21. Donc on se rendait compte, on était bien conscient que les alternatives ne suffisent pas, qu'il faut aussi engager le rapport de force sur le terrain au niveau national et aussi chacun sur nos territoires. Et du coup se dessine un deuxième mouvement qui s'appelle donc Action non violente COP 21, qui sera lancé par un appel en septembre 2015. Un appel qui s'appelle Debout et déterminé pour le climat et qui engage tous les citoyens et les citoyennes à passer à l'action et à la désobéissance civile non violente, puisqu'on a choisi notre stratégie qui est la non-violence, pour engager le rapport de force donc sur nos territoires. Et donc on a coutume de dire qu'on avance sur 2 jambes, celle des alternatives et celle des résistances, qui va du coup se traduire dans le fait de dénoncer des politiques et des luttes, des politiques climaticides et des luttes qu'on estime, nous, climaticides et injustes ou illégitimes. Nous, par exemple, en local, là, on a fait partie de la coordination des opposants au projet d'autoroute A45. Donc, on a bataillé avec plein d'autres acteurs pendant un moment. Et le projet, d'ailleurs, c'est une lutte qui n'est pas finie. Donc, on est toujours soutien et vigilant à tout cela. Voilà, donc c'est cette deuxième jambe, celle de la stratégie non violente. Alors, on fait très concrètement des formations tous les mois à l'Alternative Bar, à l'action directe, non violente. Et on a aussi coutume de dire qu'on est, nous, des radicaux. On prend le problème à la racine, celui du changement climatique. Cette problématique, elle est structurelle. Elle touche en premier lieu les précaires. Les plus impactés, ce sont les pays d'Afrique, les États insulaires, etc. En France, c'est les agriculteurs, les viticulteurs, c'est la pollution de l'air, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est oui, ce qu'on n'a pas souligné aussi, c'est lutte contre le changement climatique, mais avec une approche vraiment justice sociale qui est très forte. Oui, tout à fait. C'est dans notre ADN depuis le début, complètement. Climat et justice sociale. La stratégie donc de la non-violence, elle est importante pour nous puisque donc c'est vraiment un problème systémique qui doit se résoudre à l'échelle des États. Donc voilà, avec ces impactés que je viens de citer.
C'est des effets concrets dans le quotidien de beaucoup de personnes. On a aussi cette urgence. Donc on avait l'habitude de dire aussi 5 à 10 ans. Là, c'est beaucoup moins. On a vraiment un coup près. Et on pense donc que pour relever ce défi, on doit être nombreux. On doit faire masse. On doit être populaire. Et pour ça, on pense que la stratégie non violente est celle qui s'applique le plus à notre objectif et à notre défi. Elle consiste à identifier qui sont nos adversaires, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et à l'emmener sur un autre terrain que nous, on maîtrise. Donc on est assez intransigeant sur cette stratégie-là. Est-ce que tu pourrais donner un peu des exemples de campagnes qu'on a pu mener, par exemple, oui. De campagnes et d'actions. Ouais. Une campagne qui nous a beaucoup porté, alors depuis 2015, c'est la campagne des faucheurs de chaises. Il y a eu, donc c'est une campagne contre l'évasion fiscale, donc pour dénoncer les banques qui pratiquaient ce système organisé d'évasion fiscale, en faisant le lien avec l'argent dont on a besoin pour la transition sociale et écologique. Donc cet argent, il nous est dû et on en a donc besoin pour engager cette transition. Et il y a des actions qui sont mises en place à Bayonne pour commencer avec le scandale de la HSBC. Donc on est début 2015. Le scandale éclate et là, un petit groupe de 15 personnes se rend à l'agence de Bayonne de la HSBC et rentre dans cette agence en expliquant la campagne, donc en disant que du coup cet argent nous est dû. Et en rentrant dans les bureaux des banquiers, se saisissant du coup des chaises des banquiers et en expliquant qu'on rendra ces chaises quand l'argent du coup qui nous est volé nous sera restitué. Voilà. Il y a eu plus de 80 actions faucheurs de chaises sur le territoire. On en a fait plusieurs à Lyon et 196 chaises qui ont été réquisitionnées partout sur le territoire. C'est le nombre d'États qui siègent à l'ONU. Et on a fait un grand sommet avec ces chaises pendant la COP21. Donc ça, c'est un exemple d'action qui est populaire, qui est radical, qui est non violent, qui du coup montre les failles de l'adversaire parce que les banques dans lesquelles on a pratiqué ces actions étaient embêtées pour leur communication d'attaquer des militants qui venaient juste en fait réquisitionner du matériel. Ça rejoint aussi parce que Attaque participait à cette action. C'était et avait également toute son action et son kit anti-requin. Et on se rend compte qu'effectivement attaquer l'image de ces grandes sociétés, c'est vraiment les prendre sur un point faible. C'est ça, oui. Exactement. Donc ça, c'est vraiment ce que permet la stratégie non violente. On a plein d'exemples aussi avec des campagnes qu'on peut mener avec les Amis de la Terre sur la Société Générale. Donc on a des victoires, on a obtenu des victoires avec cette stratégie-là. Et vous me demandez des exemples, j'ai envie de citer le blocage de Pau. 4 mois après la COP21, Total organise à Pau, donc avec l'État français étant totalement au courant, un sommet pétrolier pour, alors qu'on vient de se fixer une limite d'1,5 degré à ne pas dépasser pour limiter le réchauffement climatique, mais sans... Donc oui, et qui implique du coup cette limite de limiter notre extraction du pétrole dans la terre et de laisser le pétrole dans la terre en fait. Oui, donc du coup à Pau, on apprend 4 mois après la COP, alors que donc l'État français s'est engagé, qu'est organisé ce sommet et que donc du coup les géants du pétrole et du gaz vont réfléchir et fomenter plein d'idées pour aller puiser encore plus loin et encore plus profond. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Et donc on s'est rassemblés, on a fait un camp pour former les militants. Et on a été plus de 1000 personnes pendant 3 jours à bloquer ce sommet avec diverses actions, donc des actions très radicales où on est allé bloquer. On a des personnes même qui sont rentrées à l'intérieur du palais. Je vous invite vraiment à aller voir sur la chaîne YouTube d'Action non violente COP21 ces images qui sont saisissantes. C'est des formats très courts de 3 minutes et qui montrent la violence du coup qui s'applique face aux militants. De la répression. Ouais. Et avec des images qui montrent que l'État est en train de protéger ceux qui sont en train de détruire notre planète face à des militants qui se sentent légitimes de protéger leur vie actuelle et les générations futures. Et de faire respecter les engagements pris par ce même État. Exactement. C'est ce que permet, du coup, c'est ce qui a permis ce sommet et c'est ce que permet vraiment l'action directe non violente donc dans cette stratégie. Donc les images sont vraiment très fortes, je vous invite vraiment à aller les voir. On les voit aussi dans un film qui s'appelle Irin Sinai qui retrace toute l'histoire du mouvement. On fait pas mal de projections de ce film à l'Alternative Bar. Et ça a été un point aussi, un moment important, ça a été très médiatisé, donc ça a permis vraiment de pointer du doigt ce sommet qui était complètement inacceptable et aussi de structurer notre mouvement.
réussir à faire bouger quand même donc 1000 personnes et 500 activistes qui ont fait des actions très radicales en pleine semaine à Pau. Enfin, il faut quand même y aller, hein. Nous, on était très nombreux lyonnais. C'est quand même un sacré coup de force. Voilà, c'est le plus bel exemple qu'on puisse donner. Il y a eu beaucoup d'actions, hein, parce que là, ça date un peu. Pau, c'était en 2016, mais il y a eu plein d'actions et d'autres campagnes menées sur le territoire. Nous, on fait régulièrement donc, des actions avec ANV Rhône. On les fait aussi en lien avec Greenpeace, qui est un acteur avec qui on bosse beaucoup ici. Et voilà. Et donc, je rappelle qu'il y a des formations. On peut trouver le calendrier des formations sur le site d'Alternatiba Rhône et sur les réseaux sociaux. Et cette mobilisation, donc, les personnes qui vous rejoignent ou qui rejoignent des actions, est-ce que vous voyez des changements, une diversification dans les personnes qui vous rejoignent ou c'est... Ouais, je pense tout à fait. Enfin, on partait au début d'un mouvement... Alternatiba, ANV, qui rassemblait plutôt des militants qui ne trouvaient plus ce qu'il fallait dans les autres structures et qui venaient rejoindre le mouvement pour créer autre chose, trouver des nouveaux formats, faire avancer la cause différemment. Et ce qu'on constate là dans les dernières années, c'est plutôt qu'on a un public de jeunes qui rejoint de plus en plus le mouvement, qui ne part pas du tout de la même base, qui sont beaucoup plus incarnés l'urgence climatique, donc qui sont prêts à porter un engagement plus fort et qui viennent même après avoir entendu des discours sur l'effondrement de notre société, sur l'effondrement de l'économie à venir, sur l'épuisement des ressources, et donc qui amène un profil totalement différent de personnes, et des personnes qui sont de plus en plus jeunes aussi. Enfin, on a Marin qui est là, du coup, qui va être le fier représentant de tout ça, mais on a vraiment des gens de plus en plus jeunes qui viennent et qui veulent s'engager et qui sont dans une perte de sens, parce qu'ils se disent mais à quoi bon faire tout ce que je fais là dans ma vie pour me dire mais non, mais mon futur il va pas être bon en fait, et on est en train de faire le deuil de notre avenir et des conditions de vie qu'on va avoir, puisqu'on sait qu'on ne peut pas maintenir les conditions de vie qu'on a actuellement en fait. Et donc on veut tout faire pour éviter. Nous encore, on est des privilégiés qui pouvons nous bouger et faire encore un peu changer les choses, et de se dire je vais tout faire pour réduire les malheurs qui sont à venir et qui vont très clairement se compter avec des nombres de morts. Et ça, je le dis peut-être de façon crue, mais les institutions aussi le disent de façon crue. Il y a des rapports de la métropole de Lyon qui indiquent très clairement où est-ce que sont les zones qui sont inondables dans la métropole. Donc là où il risque d'y avoir des grandes inondations, des habitants qui risquent d'être piégés dans leur maison, des zones où il va y avoir des effondrements, le nombre de jours de canicule qu'on va avoir. Vraiment, il y a plein d'indicateurs comme ça qui sont connus, écrits, disponibles à tous, et donc c'est pour ça que je le dis aussi froidement, quoi. Mais nous, les jeunes, ils arrivent et ils ont déjà ça en eux, et ils le vivent, et ils ont conscience que c'est leur futur, et ça les porte très loin, quoi. Et ça leur donne une volonté d'agir énorme. Oui, si on prend 2050, tu pourrais dire si j'ai rien fait en 2050, j'aurais dû commencer. Et oui, bien sûr. C'est maintenant qu'il faut commencer de toute façon. Mais ça, ce message-là, il est porté aussi depuis 50 ans. Et ça fait 50 ans qu'on ne fait rien, ou que les luttes en cours ont toutes perdu. Et on continue dans ce monde capitaliste qui nous dirige vers une fin du monde et des fins du mois de plus en plus proches. Et donc, de plus en plus de gens ont envie de se bouger, ont envie de changer cet état de fait, et du coup s'investissent. Oui, et créer des choses. On voit aussi ils font des petits. On avait invité par exemple le mouvement de palier ou Zero Waste. C'est des associations qui se créent, mais avec pas forcément beaucoup de moyens, mais et avec surtout une volonté un peu aussi de démonétarisation, et qui on voit se multiplier les initiatives. Il y en a plein, oui, et c'était bien le but. Je reviens juste sur les formats aussi de mobilisation. C'est vraiment ce qu'on a fait justement avec les 2 tours vélo qu'on a fait, et puis avec ces formats de village. C'est qu'il y avait il y a plein de gens qui pratiquent des alternatives, et depuis très longtemps, mais ils étaient très peu connectés et très peu mis en lumière. Là, ça l'est de plus en plus, mais c'est aussi vraiment ce sur quoi on travaille. Je reviens juste sur la stratégie non violente, parce que du coup, tu posais la question qui est-ce que vous rassemblez dans vos actions, et c'est vraiment, on pense vraiment que ça répond à l'objectif de structurer un mouvement de masse, parce qu'on a des personnes de 18 à 70 ans qui ont fauché des chaises. C'est assez fou. Et quand on parle aussi de toucher tout le monde, on veut vraiment constituer un mouvement populaire, et on y arrive. Il y a vraiment des personnes qui n'avaient jamais manifesté, jamais fait d'action, qui sont passées à la désobéissance civile. Il y a 2000 personnes qui sont passées à la désobéissance civile sur la campagne des faucheurs de chaises. C'est incroyable. Et des personnes qui n'avaient jamais rien fait, donc qui ont senti qu'à un moment donné, elles pouvaient aussi, par confiance avec cette stratégie-là, passer à l'action. Ouais, quand on parle de désobéissance civile, c'est d'assumer un acte qui est illégal mais qu'on considère légitime. Donc on prend un risque juridique en y allant, et on assume cette pleine responsabilité en y allant visage découvert et en assumant cette action. Donc c'est un engagement assez fort de dire mais je revendique ça et je porte mes idées politiques et je les applique concrètement sur le territoire en prenant des risques.
Tout à fait. Et là, on pense qu'on n'a pas le choix. On le pense depuis un petit moment, et là, ça s'affiche de plus en plus. Il faut passer, et on engage à passer à la désobéissance civile, puisqu'on n'est pas entendu par l'État. On parlera probablement de l'affaire du siècle, qui a été signée par 2,1 millions de personnes, sans réponse de l'État à ce jour, à un appel qui a été lancé le 18 décembre. Donc on est obligé, et on engage à passer à la désobéissance. Peut-être qu'on peut faire un point sur la méthodologie dans le mouvement, des choses très très concrètes sur comment on fonctionne. Oui, parce que on parlait coordination, mise en relation, oui. Mais voilà, comment ça s'organise Je voulais vous proposer une petite pause musicale avant de parler de justement... Et super, et vu que du coup on va essayer, parce que comme le générique n'est pas parti. Vu qu'on vient en plus de parler de désobéissance civile, on proposait un titre de Malik Karma qui s'appelle Plus chaud que le climat et qui décrit très bien ce que c'est que la stratégie et l'action directe non violente. Bon, alors je croise les doigts. J'ai pas peur de lever les armes, mais je préfère être pragmatique. La violence nous affaiblit, elle nous fait rater la cible. À quoi ça sert de caillasser? Les médias me traitent de terroristes, vont me taxer d'agressif vis-à-vis du grand public. L'état d'urgence est climatique, faut faire la diff. Choisissons la stratégie permettant de renforcer nos effectifs. La désobéissance pour faire bouger les lignes, et c'est en brisant le silence qu'on va arrêter ces crimes. Dénonçons les responsables qui nous enfoncent dans l'impasse. Face aux fossoyeurs de la terre, pas question de baisser les bras. Pour l'avenir de nos enfants, prêts à défier la loi. On est plus chaud que le climat. Faisons passer le message sans masquer nos visages. Je sais, bientôt on sera des millions à faire blocage. En dépassant la haine, on va débloquer la voie, permettre aux adversaires de rejoindre notre combat. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour nous faire changer de cap. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. Frapper les esprits en occupant les mines, attaquer le mal à la racine, trop grande et l'incurie. Suivant la voie de Gandhi, on a choisi de désobéir. Tous ensemble sans plus attendre, debout pour l'avenir. On sait que les changements climatiques tombent pas du ciel, on le fabrique. Il faut un réveil massif pour surmonter ces crises, sans d'agir pour prévenir le pire sans violence. Défendant la vie, nous sommes une force immense. Mouvement, action, s'opposer aux destructions. On prend des décisions avec anticipation, car transformer c'est l'ambition. Radical la solution, bravant les gaz et les matraques avec détermination. Et face aux policiers qui m'empêchent d'avancer, j'évite de l'insulter, je l'encourage à m'écouter. Ses propres mots me sont menacés, je m'adresse à sa conscience. Un jour il baisse les armes pour changer de camp. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. Alors C'était Malik Karma, Plus chaud que le climat. Et donc on est toujours avec nos invités Alternatiba ANV, et on avait évoqué notamment les premières actions, les deux jambes, avec le côté des alternatives, des actions des alternatives concrètes, et également le côté aussi plus radical, résistance. Et donc, comment on fait tout ça? Comment ça s'organise? On va prendre du coup l'exemple de Lyon. Donc nous, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais on existe, le collectif, depuis 2014. On se réunit, on a des mensuels, donc des réunions de coordination mensuelles qui sont ouvertes à tout le monde.
Et on a une méthodologie très stricte. On a des ordres du jour qui sont timés, des réunions qui commencent à l'heure et qui durent 2 heures pour que du coup ceux qui ont pris des engagements, qui ont des enfants, soient sûrs de finir à l'heure qui est prévue. On utilise les langages d'assemblée. Là je le fais, mais du coup vous ne me voyez pas. On n'est pas filmé. On lève les mains et ouais, c'est du coup ce langage avec les mains pour signifier qu'on est d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord, ou qu'on a envie d'intervenir dans une réunion. Donc ce qui engage du coup un respect de la parole. On veille aussi à la parité dans nos prises de parole et puis dans nos groupes de travaux, dans les binômes qu'on peut faire. Donc on est très strict et très cadré dans notre méthodologie. Je pense pour faire un retour sur une perception individuelle, j'avais participé à plein d'associations avant avec un fonctionnement organisé de présidents, de bureaux, de conseils d'administration et finalement dans ce mode d'organisation, avec une certaine horizontalité, mais avec une méthodologie très forte dedans pour cadrer les choses, mais on se rend compte à quelle vitesse on peut avancer sur les débats et se mettre d'accord, et c'est incroyable. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai continué à m'investir au sein d'Alternativa et Enveron, c'est que je sors de réunions, mais j'ai plus d'énergie qu'avant, et ça c'est incroyable, parce que je me rappelle de réunions, le soir, il y a la migraine et tout, on a discuté, ça n'a pas avancé. Et par exemple, dans nos réunions, c'est très clair, il y a des points qui sont d'information, d'échange ou de prise de décision, et tout ça c'est cadré, c'est timé, et ça nous permet d'être très clair parce qu'on sait de quoi on discute la plupart du temps. Et puis c'est pas forcément remis en cause à chaque fois. C'est ça, on parce que vous dites qu'il y a l'urgence et il y a le fait de faire des choses concrètes et pas. Voilà. C'est ça, ouais. On est vraiment dans l'idée d'avancer, de pouvoir se poser les bonnes questions quand elles sont matures dans le collectif. Et on a un principe aussi, c'est de faire avec l'énergie des gens qu'on a de présent en fait. C'est qu'on va pas essayer de se surévaluer parce que dans le climat, justement, on a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de thématiques à adresser. Et nous, les thématiques qu'on va adresser ou sur quoi on va se concentrer, c'est là où on a des gens qui ont envie de s'investir. Et c'est là où on voit le côté beaucoup plus collectif. Ce collectif, Alternativa Enveron, appartient à tous ceux qui le composent et à l'énergie qu'ils mettent dedans. Donc on a vraiment des gens qui s'investissent dans différentes parties du collectif et qui forment un tout. Et voilà. Et après, on choisit collectivement en fonction de notre énergie. Là, on va faire un focus là-dessus. Là, on va avancer là-dessus. Là, ça nous paraît pertinent. Et donc ça, c'est autant un travail de regarder ce qui se passe en interne, mais aussi ce qui se passe en externe avec les autres partenaires qui peuvent exister ou pas sur les différentes thématiques, quoi. Oui, c'est dire je participe à une autre action en apportant aussi mes modes d'action, mes modes de faire. C'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec d'autres acteurs, que ce soit d'autres acteurs qui viennent nous rejoindre sur nos campagnes ou nous qui allons aider les copains à s'organiser, à monter des actions, des choses comme ça, quoi. Donc, Ouais. Et on a aussi l'habitude de dire qu'on est beaucoup arrivé dans le mouvement par le faire. Donc tous ceux qui sont arrivés, qui ont construit des villages, des alternatives, etc., sont vraiment arrivés avec une tâche précise. En fait, on a tous quelque chose à apporter au mouvement. On a besoin de logisticiens, on a besoin de gens qui font de la com, on a besoin de personnes qui font de la cuisine. Donc c'est hyper divers comme tâche. Donc ça, on a pu le mettre en place sur nos villages des alternatives. C'est ce qu'on peut mettre, c'est des rôles dont on a besoin quand on tient l'Alternativa MDA à Lyon. Et c'est tout un temps de ressources. Ces ressources-là, on en a besoin aussi pour monter le blocage du sommet de Pau. Et ça, c'est génial parce que du coup, tout le monde peut rentrer dans le mouvement. Effectivement, c'est important parce que souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on soit expert, pouvoir porter une parole, des arguments, et qu'on sait que c'est progressif et on n'ose pas s'investir parce qu'on a l'impression d'être pas forcément compétent dès le départ. Exactement. Et il y a une montée en capacité qui est très rapide aussi et qui est très forte. Ça aussi, il faut le dire, des personnes qui vont arriver et vont participer peut-être à l'équipe cuisine dans un premier temps et je sais pas, à la com, et peuvent se retrouver complètement 2 mois après en coordination d'action. Ça, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on propose ça dans nos formats. On fait des formations, donc on fait des formations à l'action, nous, au bar, et on a déjà organisé 2 gros camps climat. Alors, on n'en a pas fait l'année passée parce qu'on était sur un gros tour vélo, mais les 2 années d'avant, on a formé 300 militants, puis 500 militants sur des gros camps. Et c'était donc justement comment animer une réunion, qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile, comment construire une stratégie. Donc tout autant de rôles, alors beaucoup du coup de jeunes formés qui ont pris du coup confiance et qui sont ensuite capables de revenir sur leur territoire et de continuer de construire ensemble.
Ça, je pense, ça c'est assez incroyable. Et c'est vraiment, je trouve, l'aspect notre horizontalité et notre collectif qui apporte ça, parce qu'on n'a pas juste une tête qui va agréger tout le monde, que tout le monde va aller voir et que seule une personne va monter en compétence. Là, on a vraiment un système où tout le monde est responsable. On le dit souvent dans notre collectif. On est tous responsables et on décide juste collectivement qui va parler à qui et comment ça va s'organiser. Et je pense que là, dans les référents, ceux qui animent et qui sont très actifs au sein d'Alternatiba, il y en a une grande majorité. Ça fait moins d'un an qu'ils sont présents dans le collectif et qui sont capables de le parler, d'organiser des actions, de représenter le collectif lors de soirées, de parler de tout ça. Et moi je trouve ça fou parce que, comme je disais, voilà, j'ai travaillé dans d'autres associations et c'est beaucoup plus dur de redescendre des visions ou de faire monter en compétence des gens. Et là, vu que notre message c'est, mais de toute façon, tu es responsable, tu es dans le collectif et ça se fera que si toi tu veux le faire et que tu prends l'action. Et donc les gens montent comme ça sur des petites actions pour aller très vite atteindre des hauts niveaux d'organisation qui nous permettent de réaliser plein d'actions en fait et d'être très réactifs après. Ouais. Et d'ailleurs, je peux même proposer ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, il y a même pas, on va dire il y a un mois, franchement, j'étais absolument pas actif pour le climat. Et là, un mois plus tard, je me retrouve à être référent, lien avec le national et tout ça pour une mobilisation qui arrive dans 3 semaines. Et je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite et c'est étonnant, c'est ça, de voir cette montée en capacité qu'on acquiert et puis cette rapidité de décision qui est capable d'être prise dans un groupe quand on est bien organisé. Ça, je pense, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que on montre quel pouvoir on a, nous citoyens, de faire des choses, qu'on est légitime, qu'on a notre mot à dire et qu'on y va et qu'on en veut et qu'on veut changer les choses. Je vais en profiter pour passer un appel pendant qu'on est sur l'aspect formation et montée en capacité. On organise un gros camp climat cet été au mois de juillet. On a l'ambition de former 1000 personnes et on cherche un lieu. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent... Sur le périmètre de la région lyonnaise? Partout en France, mais du coup là, s'il y a des Lyonnais et environ qui nous écoutent et qui peuvent nous proposer ça, il y a un appel sur les réseaux sociaux. Et donc ce serait national, ce serait un camp... Oui, ce sont des camps de formation nationaux qu'on organise du coup Alternatiba, ANV COP21 et les Amis de la Terre. C'est ça, et pour reclarifier sur cet aspect national, nous on est bien un groupe local, qui s'organise local, qui est indépendant, qui choisit ses stratégies, qui choisit ses campagnes, qui choisit ses actions. Mais tout ça, on le fait en totale intelligence avec un mouvement global qui est né. On a dit, voilà, il y a des villages des alternatives qui ont un peu émergé partout, ensuite des collectifs et qui ont été rejoints par des collectifs ANV et tout ça, ça a fusionné. Et ensemble, on décide lors de coordination européenne tous les 3 mois à peu près, de où est-ce qu'on porte notre mouvement et vers quoi on veut se diriger. Et on prend des grands axes, par exemple, nos villages des alternatives qui ont été organisés partout en France. On en organise aussi des grandes sessions, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand tour vélo tout cet été pendant 4 mois qui a permis de relier 200 villages des alternatives dans toute la France et 200 formations à la désobéissance civile. Donc on essaye aussi d'utiliser ce côté. On partage des valeurs communes, on a des modes d'action, on a une raison d'être similaire, et souvent on se met en commun pour porter notre message encore plus haut. Est-ce qu'il peut aussi se faire dans des cadres d'action, je dirais, de solidarité, par exemple, suite à un procès ou pour arriver à avoir des mobilisations d'ampleur, c'est aussi se rejoindre entre différents territoires pour... Exactement. On parlait de la campagne des faucheurs de chaises. John Palais est passé en procès pour une des actions qu'il avait menées. Et on a été très nombreux à se rassembler pour le soutenir. Donc ça, c'est vraiment aussi une force du mouvement, de réussir à mobiliser autant de citoyens pour soutenir effectivement une personne qui serait embêtée pour avoir mené une action que nous on estime légitime. Et par exemple, il y a d'autres, le principe de l'Alternatiba, il y a dans d'autres villes, il y a ce même mode de ce QG. Du coup, c'est en construction parce que nous, on a été un peu novateurs en faisant ça dans le Rhône. Donc, ça fait 2 ans que cette Alternatiba, Maison des Alternatives, existe. On a pu l'expérimenter, voir tout ce qui se passait. Bien sûr, ailleurs en France, il y a plein de lieux amis qui hébergent nos collectifs, qui servent de base de mobilisation. Mais on a vraiment
plein de collectifs ont un projet de faire des nouveaux lieux. Et là, il y en a un qui est en train de se monter justement à Paris et qui vient qui est en train de faire un appel à dons et à financement pour pouvoir payer le loyer, les charges, les salaires et s'organiser et avoir du matériel pour faire un peu un lieu comme ce que nous on fait là à l'Alternative Bar Maison des Alternatives avec leur propre projet, leur propre façon de faire. Mais ils sont vraiment en campagne de financement. Ça s'appelle La Base Paris. Donc s'il y a des gens qui veulent un peu aider le mouvement climat, c'est un bon moyen de les aider. Et ils viennent de passer la barre des 50 000 €, ce qui veut dire que demain, ils vont signer le bail. Et maintenant, les prochains paliers, c'est pour organiser le lieu, pouvoir avoir des tables, des bureaux et pouvoir faire tout ça. Donc je pense qu'il y a une grande fête à Paris, c'est ça, demain, il me semble. Oui, c'est ça. Grande fête et du coup, une ouverture du coup, de la base en mars et un gros big up aux Parisiens. Et juste pour appuyer sur notre autonomie à l'échelle locale et sur notre financement. Parce que ce lieu... on parlait argent, mais comment ça fonctionne c'est l'argent des citoyens qui financent Alternatiba et ANV Rhône. Et donc l'Alternatibar est notre source de financement principale. Vous autofinancez par la participation, les contributions, les personnes qui viennent participer à des actions et boire un coup et adhérer. Ouais. On aime beaucoup la bière. Ouais. Locale. Et Marin, tu disais donc en un mois, tu as pris des responsabilités sur le climat, mais on n'a pas explicité de quelle action tu parles. Alors du coup, moi je parle d'une grève donc scolaire pour le climat qui va s'effectuer le 15 mars prochain. Donc en fait, on répond à l'appel de Greta Thunberg, qui est une étudiante suédoise qui elle fait la grève tous les vendredis depuis maintenant août dernier. Et donc nous, ça s'est déjà organisé dans un certain nombre de pays. Et en France, il se passait encore rien. Et donc là, dernièrement, il y a le collectif Youth for Climate qui a pris la responsabilité de lancer ça en France. Et donc, moi, je suis un des organisateurs de la mobilisation sur Lyon, donc qui va s'effectuer ce 15 mars. Et donc, voilà, on va faire donc une grève toute la journée du 15 mars pour le climat. Et a priori, donc, on n'est pas encore totalement sûr de la forme que ça va prendre, mais a priori, une manifestation ce vendredi-là pour affirmer le fait que les jeunes sont mobilisés contre l'inaction climatique de nos dirigeants, qui est quand même... une question qui nous touche personnellement, sachant qu'on sait que c'est nos vies qui sont en jeu et celles de nos enfants et futurs enfants. Et que donc c'est une question qui nous touche parce qu'on veut tout simplement, on veut pas tous mourir dans 60 ans. Voilà. Donc c'est une grève vous appelez qui à la grève? Des collégiens, des lycéens, Alors, oui, des étudiants? C'est ça, les collégiens, les lycéens, les étudiants principalement. Après, je sais qu'à La Réunion, l'autre jour, il y a un parent d'élève qui voulait peut-être organiser quelque chose aussi, un mouvement, peut-être autre chose qu'une grève et une manifestation, parce qu'ils sont trop jeunes, mais dans les écoles primaires. Et voilà, on invite tous ceux qui veulent se joindre à nous à participer à cette grève et à nous aider pour l'organiser et tout ça, même des professeurs, des adultes qui veulent bien nous aider, c'est l'idéal. Et ce serait des manifestations dans toutes les villes de France? Alors là, pour l'instant, il y a déjà plus de 40 villes qui ont répondu à l'appel, donc avec des organisateurs qui s'occupent de ça. Voilà, on essaye de faire ça un peu de partout en France. On est tous, donc chaque mouvement, pareil comme Alternatiba ou ANV COP21, chaque mouvement est indépendant. Il y a quand même une base nationale qui nous permet d'être un peu tous en lien les uns avec les autres et de nous organiser. Et puis de s'alimenter. Je ne sais pas si vous réfléchissez aussi aux slogans, aux modes d'action pendant la manifestation. J'imagine que vous ne voulez pas forcément la manifestation un peu classique où tout le monde en rang avec son petit drapeau. Voilà, on essaye de... Là, on est en ce moment, on réfléchit sur faire une manifestation peut-être un peu différente de juste une énième marche pour le climat qu'on a déjà fait 4-5 fois et voilà, on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus original et peut-être de plus impactant aussi pour faire bouger les choses. Et est-ce que dans ce cadre-là, vous arrivez justement à discuter aussi avec les enseignants? Parce que normalement, le climat, on doit en entendre parler, ne serait-ce que dans les cours, en géographie. Alors le climat, c'est une question, on en parle tout le temps en cours, tout le temps dans tous les cours, en histoire géo, en français, de partout. On parle du climat, mais on ne parle jamais des modes d'action. Donc on nous dit toujours ça va être la fin du monde, mais on nous dit jamais qu'on peut agir. On fait que des constats et jamais on propose d'action.
Donc en effet, on essaye en ce moment de joindre des enseignants qui sont eux-mêmes impliqués déjà a priori déjà sensibilisés. Moi, je vais prendre rendez-vous a priori bientôt avec la proviseure de mon lycée pour essayer d'organiser peut-être des stands de sensibilisation aussi dans le lycée pour bien parler de ces mouvements-là et que les gens comprennent pourquoi on veut faire ça. Et oui, il y a un dialogue qui est totalement possible avec les enseignants, même si en général, c'est sûr que aller parler d'une grève scolaire avec sa proviseure, c'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Et comment vous vous organisez? Vous avez des référents par établissement scolaire ou vous Alors, pour l'instant, arrivez à mobiliser dans chaque Ouais. école, voilà, parce qu'on se connaît pas forcément d'une école à l'autre. C'est sûr. Pour l'instant, on en est encore un peu au début de l'organisation, mais pour l'instant, on a surtout essayé de trouver des gens un peu dans tous les établissements, justement parce que c'est un peu compliqué de trouver des gens de partout qui sont déterminés pour faire ça. Et donc on a eu une réunion dimanche dernier, on en a une autre ce dimanche, et je pense que ce dimanche on va bien structurer tout ça pour bien faire justement c'est ça, des référents par établissement, histoire que les choses puissent avancer bien vite et qu'on puisse tout de suite savoir à qui parler quand on a besoin de parler de quelque chose ou des choses comme ça. Et puis on s'organise aussi beaucoup par internet, on a un Discord sur lequel on s'organise tous ensemble, où chacun a des rôles bien attribués pour qu'on sache qui fait quoi et qui s'occupe de quelle partie de la mobilisation. Donc, comme tu disais, très formateur sur le climat, mais également sur comment s'organiser. Très très formateur sur comment s'organiser, parce que si on s'organise pas, on est tellement nombreux qu'on n'avance pas et il se passe rien. Vous C'est n'avez assez pas impressionnant. demandé son fichier à notre président de région, là, qui avait contacté ça. C'était Non. une plaisanterie. Non, on n'a pas fait ça. Et on s'est rencontrés sur les marches parce qu'on a bossé ensemble avec Marin qui fait. Moi, je fais un petit peu de communication et tu en fais aussi. Ouais. Et on a travaillé ensemble du coup sur les précédentes marches pour le climat. Et peut-être qu'on peut en dire un mot sur ce qui s'est passé à Lyon parce que depuis septembre, on a construit vraiment beaucoup de mobilisations avec des rendez-vous qu'on rassemblait entre 10 et 15 000 personnes sur les 3 premières marches en septembre, en octobre et en décembre. Et une grosse mobilisation en janvier. Il y avait un week-end fort de mobilisation partout sur le territoire avec 120 rassemblements, les 26 et 27. Et du coup, le dimanche 27 à Lyon, on était tous rassemblés contre la pollution de l'air. Peut-être que tu peux en dire un mot, Maxime, parce que du coup, c'est une de nos campagnes, Alternativa in Vérone, qu'on mène avec Greenpeace en local. Ça va peut-être permettre de montrer aussi, quand on parle de stratégie partenariale, de qu'est-ce qui se passe et comment on s'inclut dans tout ça. On avait déjà parlé dans cette émission des précédentes marches pour le climat. Est-ce que ça nous avait permis d'obtenir auprès de la métropole ou pas des avancées, notamment autour du plan climat. Et une des revendications dont on avait parlé, c'était justement la pollution de l'air, qu'on a ramené 3 fois devant la métropole. Après, c'est à chaque fois qu'on mobilisait 15 000, 10 000 personnes, et sur lesquelles on n'avait pas de réponse. On sentait que ça n'avançait pas. Et donc là, vous n'aviez pas de réponse du tout, parce qu'ils auraient pu aussi dire Voilà. c'est pas nous, c'est l'État, ou c'est c'est un autre. Là, justement, ils étaient totalement responsables de ce sujet-là. Ils étaient en cours de construction de ce qu'on appelle une zone de faible émission. Et voilà, ils avançaient dans leur processus, mais c'était à chaque fois levier de bouclier par rapport à toutes nos propositions, parce qu'on est venu avec des propositions, on a contribué à comment est-ce que nous, on voyait l'organisation pour répondre à cette thématique de la pollution de l'air, notamment comment est-ce qu'on pouvait développer les alternatives de transport et limiter les comportements déraisonnés de certaines personnes. Donc on a vraiment fait tout ce travail de fond, de discuter avec eux, d'aller d'échanger nos propositions, de leur ramener des documents de proposition écrits en participant officiellement aux consultations. On a fait ce travail d'animation politique, de savoir qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va se passer, et pas de réponse. On a d'autres acteurs mobilisés, comme les collectifs de parents d'élèves de Michel Servet, qui n'ont même pas été mis au courant des prochains arrêtés qui voulaient décider à la métropole. On est un peu dans ce contexte où voilà, la métropole décide avec des acteurs économiques ou des choses comme ça de la question de la pollution de l'air sans interroger les principales concernés qui sont nous, habitants, qui sommes actuellement surexposés à des taux de pollution incroyables et qui provoquent des maladies, des personnes hospitalisées et des morts prématurées. On parle de 48 000 personnes sur le territoire français qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Donc on est vraiment sur un sujet qui va toucher l'urgence climatique parce que les causes de ces pollutions de l'air sont notamment les transports.
qui va toucher une question sanitaire et qui va toucher aussi une question sociale. Parce que qui sont les personnes surexposées ? Où sont-elles ? Où est-ce qu'elles habitent ? Quelle autre solution on leur propose ? Donc on a des gens qui actuellement sont obligés de prendre la voiture pour se déplacer à des endroits. Ce sont les catégories de personnes les plus faibles et qui sont les personnes qui habitent auprès des grands axes routiers qui se prennent toute la pollution de l'air. Ce sont à nouveau les catégories de personnes les plus faibles. Donc on est vraiment dans ce triple problème et cette triple urgence sur lequel nous, ce que proposait la métropole, était vraiment une ambition du rat des pâquerettes avec cette zone de faible émission sur lequel on n'était absolument pas d'accord et auquel on a fait des contre-propositions. Que cette zone de faible émission, elle était trop restreinte. En gros, c'est déjà ceux qui respirent le moins mal qui continueront. On ne peut pas être aussi catégorique, je pense surtout elle s'adresse aux mauvais acteurs. Nous, ce qu'on a surtout pointé, c'est que cette zone de faible émission, elle va interdire l'accès à certains véhicules qui sont polluants, anciens, qui sont des poids lourds et des véhicules utilitaires. C'est vrai. Elle va avoir une certaine efficacité. Le problème, c'est quel modèle de mobilité on va encourager avec ça. Parce que quelles sont les alternatives actuellement aux poids lourds et aux véhicules utilitaires dans notre métropole ? Je parle d'alternatives construites, établies, que tout le monde peut utiliser de façon simple et efficace et organisée. Eh bien, aucune. On a l'émergence de vélos triporteurs ou des choses comme ça, mais où sont nos pistes cyclables pour les accueillir ? Où sont nos réseaux express vélos ? Nous ne les avons pas encore de construits. Alors que nous avons actuellement la moitié des véhicules particuliers à destination de Lyon-Villeurbanne le matin qui partent de Lyon-Villeurbanne aussi. C'est-à-dire qu'on a la moitié du trafic qui est une utilisation déraisonnée de la voiture, puisque dans le centre Lyon-Villeurbanne, nous avons des transports en commun, nous avons des métros, nous avons des pistes cyclables, nous avons plein d'alternatives et nous avons aussi la marche à pied qu'il ne faut pas oublier. Donc, pourquoi ne pas adresser ces acteurs sur lesquels on voit qu'on a une utilisation déraisonnée de la voiture individuelle ? Souvent, le taux d'occupation des véhicules particuliers, c'est à peu près de 1,1. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'utilisation d'une voiture qui fait 1,5 tonnes, qui prend je ne sais pas combien de mètres cubes d'espace pour déplacer une seule personne. Donc ça soulève après des questions d'urbanisme, enfin vraiment il y a plein de choses, il y a vraiment des incohérences à soulever et nous c'est ce qu'on a été faire à la métropole, sauf qu'on n'avait pas de réaction et le vote de cette zone de faible émission était prévu pour le 28 janvier. Donc nous, c'était impossible de laisser passer ça. Et on a organisé une grande campagne de mobilisation autour de ce sujet, avec plusieurs acteurs, avec plusieurs actions, dont cette mobilisation du 27, mais qui a d'abord commencé par un peu notre processus d'action non violente et d'action symbolique, où on a été perturbé les vœux de la mairie du 3e et de la mairie du Saint-Genis-Laval, où on a été interpellé, Gérard Collomb, David Kimmefeld, tout ça, en se montrant publiquement avec des masques pendant une cérémonie où l'urgence climatique et la pollution de l'air, mais n'étaient pas évoquées ou pas dans les bons termes. Et donc nous, on a silencieusement protesté face à cet état de fait pour créer à nouveau la discussion, rentrer dans le débat public et essayer de faire changer les choses. Et donc, par exemple, on a eu aussi en même temps une action à la mairie de Saint-Genis-Laval. Pourquoi là-bas ? Parce que le 28 janvier, quand ils ont dit « nous allons voter une zone de faible émission et nous allons répondre au problème de la pollution de l'air », que votent-ils en même temps ? Ils votent 5,9 millions d'euros pour le projet d'Anneau des Sciences, donc qui est terminer le périphérique lyonnais. Projet routier, polluant, qui va être émetteur à nouveau de particules. Et une bretelle d'entrée de ce périphérique sera en plein écoquartier de Saint-Genis-Laval. Mais incohérence totale, quoi. Là, on est sur une autre planète où on vote, on dit, on affiche, on est dans de la communication. Nous allons résoudre le problème de la pollution de l'air. D'accord, enfin non. Et à côté de ça, on vote d'autres mesures. Les enjeux justement politiques de ce type de projet, où on se rend compte que toutes les communes veulent leur échangeur, alors que c'est en plus contraire au principe, mais c'est un peu, voilà, quand on offre, on consomme de plus en plus. Donc, mais c'est ça, mais c'est contraire à leurs objectifs qui sont inscrits dans le plan climat, qui sont inscrits dans l'accord de Paris, et dont tout le monde se vante. Et c'est contraire à leurs objectifs. Et on est vraiment dans ces projets contradictoires qui sont en train d'être créés. Et donc voilà, on a fait ces actions-là. On a fait une action aussi avec Greenpeace de rendre visible cette pollution de l'air. On a été faire 200 tags propres dans toute la ville pour sensibiliser les citoyens. Donc ça disait Lyon suffoque, respire. Voilà, je pense que pas mal de gens l'ont vu. On a été aussi
je vous ai parlé de l'école Michel Servet, qui est à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, donc gros flux routier et émetteur de pollution. Donc là, ils sont en pic de pollution permanent. Donc les enfants n'ont même plus le droit d'aller dans la cour de récréation tellement il y a de pollution. Et on leur offre aucune solution pour l'instant. Donc on a été accrocher une banderole sur le tunnel de la Croix-Rousse montrant bien que Lyon suffoque et donnant rendez-vous à cette mobilisation de masse qu'on a organisée du coup avec le collectif d'organisation des marches Lyon Climat, qui avait lieu le dimanche 27, où on a été symboliquement avec nos corps définir une de nos propositions qui était de dire, donc nous ce qu'on proposait c'était notamment de commencer à réfléchir à la planification de la fin du diesel et de l'essence qui sont les plus gros émetteurs de particules et qui dépendent d'un modèle pétrolier, une ressource qui va devenir de plus en plus rare et poser de gros problèmes dans les prochaines années. Donc nous on voulait amener cette réflexion de commencer à expérimenter des choses, à planifier cette sortie. Et pour ça, on avait une mesure pédagogique pour amener les gens. On sait que les changements ne peuvent pas non plus se faire du jour au lendemain. Il faut des investissements, des structures. Et nous, ce qu'on proposait, c'était de réinstaurer des journées, une journée par mois, sans voiture, où on teste de nouveaux comportements, où on fait des tests, où on fait des mesures de pollution de l'air. Et donc on a été définir nous-mêmes cette zone sans voiture dans toute la presqu'île de Lyon, où avec 5000 personnes, on a été l'encercler et définir cette zone. Et on a fini après sur Bellecour avec un concert aussi militant de la part de Calune, plus des actions où toute la foule s'est allongée par terre pour symboliser les 48 000 morts prématurés par an autour de la pollution de l'air. Alors qu'il avait plu juste avant, 2 heures avant quand même, je tiens à le préciser, parce que pour faire en sorte qu'une foule se couche par terre quand il a plu, c'est compliqué. Ça montre la détermination des Lyonnais et des Lyonnaises sur ce sujet-là. Ouais. C'est ça. Et donc, après, là, il faut tirer un peu le bilan. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, ces actions. Le 28, du coup, on était à nouveau on a fait aussi une opération d'accueil des élus pour leur expliquer nos thématiques et leur lancer un grand défi d'élus à mobilité positive pour voir un peu est-ce que les élus eux-mêmes, ils prennent les transports en commun, ils prennent les vélos et des choses comme ça, et pouvoir engager la discussion. Donc ça nous a permis d'avoir des débuts de débat, ou en tout cas de se faire connaître et de pouvoir peut-être plus tard pousser nos propositions, au lieu que ça soit à l'échelle métropolitaine, peut-être à l'échelle de la commune. Donc par exemple, là actuellement, on attend, s'il y a des élus qui nous écoutent ou des maires, de pouvoir construire ces journées sans voiture, mais à l'échelle d'une mairie, d'une commune, et de réfléchir ensemble comment on construit cet événement. Excusez-moi, est-ce que vous avez dans les actions, on a parlé aussi résistance, sensibilisation, mais de, entre guillemets, plaidoyer ou interpellation, bien sûr. Notamment des élus. C'est ça. Alors là, ce qui se passe beaucoup actuellement, c'est qu'on passe en grande partie par la coalition Climat-Rhône, qui est un regroupement d'associations. Voilà, ça j'étais déjà aussi à parler. Et donc qui est un regroupement d'associations où à nouveau, c'est chaque association qui est dedans qui donne son énergie pour faire avancer ces sujets et parler avec les élus. Et donc avec cette coalition Climat-Rhône, on a écrit tout un manifeste qui résume toutes les propositions que tient ce mouvement climat sur Lyon pour rassembler les choses et venir parler à plusieurs voix à cette métropole. Et on fait le travail de contacter les élus, de faire ce jeu un peu politique, de rencontrer les gens et d'essayer de faire avancer les sujets pour être audible et qu'ils soient au courant, quoi. Parce qu'on peut pas faire forcément qu'une seule action et derrière dire les élus ne se sont pas bougés, peut-être qu'ils n'ont pas entendu notre message ou des choses comme ça. Donc il y a aussi ces côtés-là à travailler et on a vraiment la volonté. Nous, on est des acteurs sérieux, on a envie de se positionner en acteurs sérieux qui font des propositions cohérentes avec les échelons, avec on sait il y a une certaine forme d'acceptation sociale aussi qu'il faut prendre en compte, des choses comme ça. Et donc on est tout à fait ouvert à travailler, là je parle au sein de la coalition climat, avec des élus, avec des personnes, avec d'autres associations qui veulent enrichir tout ça. Mais on le rappelle à chaque fois, on est dans une urgence, quoi. Donc il va vraiment falloir passer des nouveaux caps dans les politiques actuelles, ce qui n'est absolument pas le cas de ce qu'on voit actuellement. Actuellement, c'est business as usual, tout continue, le monde va très bien, on est dans un très beau monde, il y a des petites choses à régler, des petits facteurs sociaux, une route à construire par ici, une mobilité à transformer par là, il faut accompagner l'avènement des vélos, mais on y va doucement. Malheureusement, l'état de la planète ne fait qu'on ne peut pas être dans ces stratégies. Donc il y a des grosses questions à poser et nous, on réinterroge du coup ces élus-là par rapport à cette question climatique et on se sent totalement légitime de porter des solutions, comme le disait Sylvine aussi, radicales, qui vont toucher le sujet de fond. Et ce qui est super intéressant, c'est quand on se pose ces questions de l'origine des problèmes, mais en fait,
tout devient facile en fait dans les propositions. En fait, hein. On se passe d'une complexité incroyable qui fait que ça devient naturel. Et nos porteurs d'alternatives le montrent aussi. C'est que on développe une vie avec des liens sociaux, avec quelque chose de beaucoup plus proche les uns des autres, avec vraiment une alternative et un futur souhaitable quand on passe du côté de nos alternatives qui répondent aux questions de l'urgence climatique et de la justice sociale. Donc c'est le message qu'on essaye de porter au niveau politique aussi. Et par exemple, c'est qu'à l'horizon 2020, mais vous envisagez des réflexions, si interpellations au moment qui peuvent être importants de campagne électorale, de dire positionnez-vous, qu'est-ce que vous proposez? Alors là, j'ai parlé un peu au nom de la coalition Climat-Rhône, je vais reparler au nom d'Alternativa Environ. Bien sûr, c'est des échelles qu'on identifie, plein d'autres acteurs identifient. Il y a eu une tribune là récemment de la Ville à Vélo sur quels vont être leurs programmes d'action sur les élections municipales. Bien sûr que c'est un moment démocratique sur lequel on va peser, sur lequel on n'a pas encore tout à fait réfléchi et travaillé notre campagne. Donc s'il y a des gens qui veulent venir nous aider à ça, avec plaisir, parce qu'actuellement on se concentre sur le document de plan climat qui va quand même déterminer l'ambition de la métropole pour les 10 prochaines années. Donc on fait d'abord ce travail autour de ce document-là, et après on switchera bien sûr sur les élections municipales, parce qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à apporter, et que là, je pense qu'on a déjà fait des premiers pas, parce que le climat maintenant on en parle tous les jours dans la presse, tous les jours il y a des tribunes, on évoque l'urgence et tout ça. Forcément la question de l'année prochaine aux politiques dans les campagnes, ça va être mais quelle solution vous avez apporté, et ça va être une grille de lecture pour l'électorat de dire mais qu'est-ce que vous apportez comme solution, quels sont les changements que vous faites et en quoi vous me montrez que c'est on va utiliser un mot à la mode, à quel point c'est disruptif, à quel point c'est une politique de rupture, à quel point tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est une politique de petits pas. Maintenant, il y a des grands échelons à prendre, des nouvelles directions à prendre si on veut éviter le pire. Et donc je pense que c'est ce qui va être... en tout cas, une grande partie des citoyens va attendre des réponses là-dessus. On le voit encore plus aujourd'hui sur l'urgence sociale qui est en cours. Voilà, c'est des sujets forcément aux élections municipales et métropolitaines qui vont être attendus et on va attendre des réponses. Donc on va entendre parler d'Alternativa lors des élections municipales qui vont avoir lieu donc en 2020. Mais les élections européennes ne vous intéressent pas sur ce sujet? On n'a pas de positionnement propre. C'est juste que, en fait, il faut des actions partout, à tous les niveaux, que ça soit à l'échelle locale, nationale, internationale. Je pense que c'est une stratégie de notre mouvement actuellement. Comme on l'a dit, on attendait beaucoup de la COP en 2009. Grosse déception. On se remobilise pour la COP 21, où on construit des choses, où on part des territoires. Notre tour de vélo part de Bayonne et fait le tour des territoires pour se rendre à Paris pour la COP, où on attend des décisions des États. À nouveau, effet de communication, suivi d'aucune prise de position réelle et d'avancée sur le sujet. On voit nos émissions de gaz à effet de serre qui sont en train de réaugmenter. Nous, notre stratégie maintenant, elle a été claire au dernier tour, c'est on part de Paris, on réinvestit les territoires et on actionne les leviers de changement localement. Là où les gens se connaissent, là où les gens vivent, on fait vivre cette question de l'urgence climatique localement et c'est un choix stratégique de notre part d'amener ce débat climatique à tous les échelons parce qu'il y a aussi des rapports scientifiques qui montrent à quel point on a 50 à 70% de leviers de réduction de gaz à effet de serre notamment qui se passent localement à l'échelle des décisions que peuvent prendre la métropole ou les communes. Donc il faut qu'on aille adresser ces acteurs et qu'on les fasse changer. Et avec des possibilités aussi plus directes de propositions. Tu évoquais la marche du 27 où vous avez dessiné. Oui. Voilà, donc on vous montre ce qu'il faut faire, mais ça vient de nous. Mais de propositions, mais aussi les acteurs sont beaucoup plus proches. J'ai jamais serré la main du président. Par contre, le président de la métropole, voilà, je peux le rencontrer beaucoup plus facilement aussi avec ce type d'action. Alors, chers amis, notre émission va bientôt se terminer. Passionnant, vous restez passionnant. Donc, rappelez-nous comment on peut vous joindre, quels sont les moyens de vous contacter. Alors, Alternativa et Environ, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, un site internet aussi, avec plein d'articles et plein de vidéos sur toutes les actions dont on vient de parler. Pour Lyon Climat, Marin pour Lyon Climat, du coup, sur les réseaux sociaux aussi, page Facebook, et puis Instagram, Twitter. Et puis aussi, bien sûr, pour la mobilisation du 15 mars, pour la grève, on vous attend nombreux, et ça se passe aussi énormément sur les réseaux sociaux. Donc pareil, Facebook, Instagram, Twitter. Et donc les deux gros prochains rendez-vous, les 15 et 16 mars, mobilisation partout sur le territoire et donc à Lyon, ça s'annonce aussi très ambitieux. Et pour préparer ça, une assemblée climat annoncée le 21 février à 19h à la Maison pour tous d'Hérency dans le 3e.
Allez, on va laisser. Et puis la également place. l'Alternative Bar pour Et ceux bien qui sûr, sont, l'Alternative Bar qui du sont moins jeudi dans le au samedi virtuel pour des boire réseaux plein de sociaux. bières et construire ensemble tout ça.